Madame, Monsieur, je suis très heureux de vous retrouver et dans ce cadre de grands enjeux, à l'occasion aussi d'un grand événement, la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Ça s'est passé à Washington le 4 décembre. Alors, cet accord tant attendu va-t-il finalement faire la paix dans la région des Grands Lacs, principalement, et de manière singulière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Nous ne voulons pas lui donner les bons dieux sans confession. Voilà pourquoi nous avons sur ce plateau John Katumba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous vous avons invité de manière spécifique parce que, comme on dit, les diables est dans les détails. C'est vrai que, a priori, oui, on voit dans cet accord la cessation de la guerre. Mais au fait, quand on n'interroge pas le pourquoi de la guerre, là, on ne se pose pas les vraies questions. Et cette guerre, c'est simplement une manière chaude de discuter entre les pays. Parce qu'il y a un pays, le Rwanda, qui est intéressé par des ressources qui sont au Congo. Et qui a utilisé la guerre comme moyen afin d'arriver à ses fins. Et parmi les ressources, il est vrai que spontanément on se porte vers les ressources minérales, mais il y a des ressources aussi spécifiques qui sont dans le cadre de la biodiversité et de l'environnement. Et ces ressources sont reprises de manière singulière dans ce qui est nommé les cadres de collaboration économique entre les deux pays. Alors, nous allons en parler avec vous, mais d'emblée, je voudrais avoir votre avis en tant qu'observateur de la scène politique sur cette signature qui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une vidéo qui a cristallisé l'opinion, c'est celle où les deux chefs d'État, Tshisekedi et Kagame, n'ont pas voulu se serrer la main. Se serrer la main, oui. On dirait que c'est un accord sans accord. Bon, c'est un accord avec accord, parce que vous savez, moi je suis observateur politique, comme vous l'avez dit, merci. Je préférerais que le chef de l'État, notre chef de l'État, puisse, si c'est possible, dribbler Kagame encore une fois, parce que vous savez, Kagame c'est quelqu'un qui, il ne faut pas négocier avec lui. Lui, c'est soit les armes, soit la force. Or, les États-Unis, c'est une force. C'est une force qui va faire taire les armes, et cette signature-là va lui faire taire parce qu'on va lui appeler directement de retirer ses supplétifs, de retirer ses militaires pour que la paix soit dans la région. Qu'à cela ne tienne, l'accord de paix ne cite pas le nom de Kagame ni de Tshisekedi. Du coup, se serrer la main ou pas, ce n'est pas le problème. L'accord de paix parle des pays, parle du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Tout en sachant qu'au Rwanda, Kagame n'est pas éternel et Tshisekedi aussi au Congo, à son temps, il fera son mandat, il partira un jour. Alors les deux pays resteront. Ici, on parle du cadre d'intégration régionale, un cadre de paix pour des peuples. Du coup, qu'il se salit ou pas, moi je ne trouve pas ça comme un incident ou quelque chose de mauvaise volonté. Cet accord met sur pratiquement dans le même timing le retrait de l'appui du Rwanda au M23 et le retour des FDLR au Rwanda ou leur neutralisation. Est-ce que cela ne va pas être l'un des points d'achoppement quand on sait que à Kinshasa, botte en touche en ce qui concerne le FDLR? Que ce soit les FDLR, que ce soit les M23, sont tous des mouvements qu'on appelle des mouvements terroristes. Ils sont repris et reconnus par les Nations Unies comme des mouvements terroristes.
les États-Unis d'Amérique a aussi son plan. Parce que sur le plan des terrains, la façon dont on s'y bat, on voit tous les jours les M23 attaquent, les FARDC contre-attaquent, les Ouazalendo, les groupes armés, tout ce que nous entendons parler là à l'est du pays, les Américains savent comment les faire taire. Et ils ne nous ont pas dit, mais puisque l'accord est signé, nous espérons que les uns et les autres, ceux qui n'écoutent que les langages de Kalachnikov, les Américains mettent le Kalachnikov. Ceux qui écoutent le langage de la paix, de la signature, eh bien, on va évoluer. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Est-ce qu'on ne devrait pas, de manière claire, demander à ce que les troupes rwandaises quittent immédiatement les territoires congolais? C'est ce qui a été demandé plusieurs fois et c'est ça aussi les soucis. Même les M23 savent que c'est fini pour eux. Ça, ils savent. Mais ils ne peuvent pas le dire tout haut. Mais ils le savent tout bas que c'est terminé. Ils espèrent sur le dialogue, ils espèrent sur l'implication de Joseph Kabila qui peut-être peut faire un poids. Ils espèrent sur qu'on leur laisse les territoires qu'ils gèrent pendant 3 ans. Ils espèrent, mais ils ont leurs cartes. Les Américains ont leurs cartes. Parce que pour les Américains, il faut les business. Les Américains remplacent la guerre par les business. Quand nous lisons cet accord-là, ça remplace les combats, les Kalachnikov, par les affaires. N'empêche que pendant qu'on signait à Washington, ça tirait, les obus c'est un temps. C'est un temps, espérons. Ils ont déjà fait une année là-bas. Ils avaient promis qu'ils seront à Kinshasa, ils ne sont jamais arrivés. Bon, espérons que les Kalachnikov vont se taire bientôt. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit cette fois-ci, vous êtes expert en tourisme et c'est peut-être sur ces côtés-là, cet aspect-là que nous allons nous focaliser parce que il y a eu, comme je l'ai dit, dans le cadre du cadre régional d'intégration économique qui est aussi compris dans cet accord un certain nombre de points qui ont été repris. Et au point 4, il s'agit de parcs nationaux, conservation et tourisme. Voilà. Alors, je vais lire ce point. Une approche écologique, sécuritaire et communautaire intégrée à coopération transfrontalière pour la conservation scientifique des parcs, Virunga et volcans. B. Stratégie de sécurité commune pour protéger les parcs et lutter contre les menaces via des mécanismes conjoints d'application de la loi. C. Développement d'une industrie touristique transfrontalière durable soutenant les opérateurs des 2 pays. Et D plutôt, participation active des communautés locales, partage des bénéfices touristiques et création d'activités économiques durables autour de la conservation. Alors nous allons commenter point par point les 4 sous-points du point 4. Alors, en commençant par la coopération transfrontalière pour la conservation scientifique des parcs Virunga et volcans. Parce qu'aujourd'hui, les parcs Virunga, il est très vendu au Rwanda, alors que l'essentiel de ces parcs se trouve en République démocratique du Congo. Or, de notre pays, du côté Congo, ces parcs est à peine exploité. Évidemment, la situation sécuritaire volatile ne facilite pas non plus l'exploitation. Alors, quel est votre commentaire là-dessus? Bon, il faut comprendre là que malgré le fait que beaucoup de gens pensent que les Rwandais attaquent le Congo uniquement pour les minéraux, les Rwandais attaquent aussi le Congo pour sa richesse de surface, c'est le tourisme. Parce que les Rwandais s'est fait 2 millions de touristes l'année qui viennent plus pour visiter les gorilles des montagnes. Pas longtemps, il y a eu une bourse qu'ils ont organisée en payant TF1. Et TF1 a annoncé que le seul pays au monde pour voir les gorilles des montagnes, c'est au Rwanda. Ce qui est un mensonge incompréhensible et inacceptable parce que les gorilles des montagnes sont endémiques à la République démocratique du Congo, reconnus par les primatologues. Donc il y a de gros problèmes aussi au niveau des visites des touristes dans les parcs de Virunga comme les parcs des volcans. Le parc de Virunga, lui, il est à 8000 km². Il n'est même pas seulement frontalier uniquement au Rwanda, il est aussi frontalier à l'Ouganda.
Alors, maintenant, le parc, une petite partie du parc. Donc, quand on prend peut-être près de 2000 km², c'est la suite du parc des Virunga au Rwanda. Je ne sais pas si vous comprenez. Le parc des Virunga a été créé en 1920. Mais le parc des volcans a été créé vers les années 90. Le parc des volcans, c'est en fait les prolongements du parc des Virunga au Rwanda. Voilà. Comme le parc qu'on appelle le parc des... C'est quoi le terme? Bwindi. Impenetrable Park. Bwindi. C'est aussi le prolongement du parc des Virunga en Ouganda. Donc, alors maintenant, il y a des gorilles des montagnes qui, fuyant le crépitement des balles, se retrouvent au Rwanda. Et se retrouvent aussi en Ouganda. Alors, le Rwanda et l'Ouganda reçoivent des millions de touristes, facturent par touriste jusqu'à 1500 € pour la visite des gorilles des montagnes. Et se font des millions de dollars là-dessus. Et c'est comme ça que les Américains, sachant que les gorilles des montagnes sont en République démocratique du Congo, que le parc des Virunga, c'est un parc source pour les peuples autochtones, ils ont cité des peuples autochtones, c'est un parc qui est une source de revenus pour la République démocratique du Congo. Ils ont créé cette astuce-là de la coopération dans la conservation du parc, le tourisme et aussi la cogestion des bénéfices. Alors, le Rwanda étant déjà très avancé et avéré dans l'expertise du secteur du tourisme, va bénéficier de beaucoup de cet accord ici, si la RDC au jour d'aujourd'hui ne soulève pas aussi les contrepoids en mettant en action les experts congolais du tourisme pour travailler sur ces points-là. Mais là, ce serait organiser des infrastructures ou faire quoi? Ou c'est un plaidoyer parce que le Rwanda, au moins de l'autre côté de la frontière, ils se sont organisés. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir leur reprocher. Non, ils se sont organisés. Mais voici là ce qu'il y a. On parle du tourisme transfrontalier. Ça signifie quoi? Les touristes quittent la Belgique, arrivent au Rwanda, ils ont peut-être une nuit au Rwanda, ils traversent, ils viennent au Congo. Ils viennent à Goma. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et puis ils font encore 2 nuits, 3 nuits. C'est ça le tourisme transfrontalier. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Oui. Alors, le Congo, qu'est-ce que le Rwanda a fait que le Congo ne peut pas faire? Là est la question maintenant. Parce que de l'autre Congo du Rwanda, c'est très organisé. Chez nous, il y a encore un vide. Un vide. Alors maintenant, il faut que la RDC s'élève, que le chef de l'État, puisqu'il a ratifié, il a signé l'accord, et il y a aussi des déclarations où il dit clairement qu'ils vont suivre l'exécution de cet accord. Mais parce que vous parlez de la RDC qui s'organise, si j'ai bonne mémoire, le parc des Virunga est sous gestion de la fondation Virunga, oui, qui est déjà une institution un peu, je crois, publique-privée, qui gère déjà cet aspect. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire de plus? Non. Le parc de Virunga est partenaire de la fondation Virunga en Belgique. La fondation Virunga qui a organisé pour que les Mérodes viennent gérer ces parcs-là. Mais le parc de Virunga est géré par l'ICCN. C'est un parc de la République démocratique du Congo géré par l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et nous avons même donné des grades à des Mérodes, et là les grades d'un colonel de l'armée, afin qu'il puisse gérer les parcs, les pouvoirs qu'on l'a donné pour gérer les parcs, pour sa sécurité. Ok, et à présent? Et à présent, les parcs n'est pas visité, parce que les parcs, du côté de la RDC, il y a les volcans. Du côté de la RDC, il y a énormément d'attractions, parce que c'est quand même ça l'essentiel du parc, c'est 8000 km². Et quand nous prenons 8000 km, donc à peu près 80% du parc. Ça dit 90% du parc, c'est en République démocratique du Congo. De l'essentiel de la richesse de ces parcs-là, c'est la RDC. Alors la RDC doit maintenant faire quoi? Créer des circuits intégrés. D'abord, il faut d'abord que ça soit organisé les sérieux au niveau de la République démocratique du Congo. La question ici que nous allons continuer à faire dans notre travail d'analyste, c'est de faire à ce que la RDC fasse mieux que le Rwanda dans l'organisation de son secteur du tourisme. Qu'a fait le Rwanda? Qu'a fait le RDC par rapport à la première question de la promotion du tourisme? Le Rwanda dépense énormément de millions de dollars pour promouvoir son tourisme. Que fait la RDC? Pratiquement rien. Son ministère du tourisme est une administration liée peut-être au fonds de promotion du tourisme. Pas de grandes actions. Qu'a fait le Rwanda dans l'obtention des visas? Tous les citoyens américains
parce que nous parlons des États-Unis d'Amérique, tous les citoyens du monde qui veulent visiter le Rwanda trouvent les visas à l'entrée. Les visas volants. Les visas volants à l'entrée du pays. Qu'est fait la RDC? $450 à la DGM pour prendre les visas. C'est difficile, c'est compliqué pour tout le monde. À la frontière, c'est compliqué pour tout le monde. Qu'a fait le Rwanda dans son dossier? Visite Rwanda. Qu'a fait la RDC dans son dossier? RDC Cœur d'Afrique. On voit que le Rwanda a organisé très bien son site internet, visite www, visite Rwanda. Et c'est ça ce qui a fait les contrats avec les clubs de football. La RDC a bazardé des millions de dollars au niveau des clubs internationaux sans information liée au tourisme. Quand on clique Rwanda, visite Rwanda, on voit toutes les informations liées au tourisme. On voit les informations liées au parc. On voit les informations des guides touristiques, des hôtels, tout y est et en anglais. La RDC, quand on clique DRC Cœur d'Afrique, on va vous donner rien du tout. Peut-être les moteurs de l'Internet peuvent récupérer des têtes de gens coupés, des images de guerre, des femmes violées, ainsi de suite. Aucune information sur le tourisme, et ça c'est un problème sérieux. Est-ce que le Rwanda a-t-il fait la sécurisation de son secteur du tourisme? Oui. Que peut faire la RDC? Vous avez vu ce que le président Trump a fait pour moi, c'est très bien parce que tous les chefs d'État qui ont accompagné la signature de cet accord reçoivent des touristes chez eux. Oui, là peut-être vous êtes déjà arrivé au point B qui est la stratégie de sécurité commune pour protéger les parcs et lutter contre les menaces via les mécanismes conjoints d'application de la loi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que la RDC fasse pour arriver au niveau d'organisation du Rwanda, et du point de vue du parc Virunga, et comment est-ce que la RDC peut aussi sécuriser ces parcs-là, parce que c'est d'abord la sécurité des touristes qui est mise en avant-plan. Mais le fait que nous serons peut-être dans une phase post-conflit, est-ce que ça va faciliter l'arrivée des touristes chez nous? Bon, en fait, la première chose qu'il faudra faire pour moi, c'est quoi? C'est pour sécuriser les secteurs du tourisme. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller loin. Le Kenya, qui ne vit que du tourisme, et le président Ruto était là, a créé une police des touristes. Tout un bataillon de la police uniquement pour sécuriser les touristes. Nous avons déjà la sécurité dans les parcs avec les rangers. Les rangers. Les rangers sont financés par, donc sont logistiques. Ils sont financés par la gestion du parc, notamment les ressources qui viennent des dons et autres, mais qui doivent maintenant commencer à avoir les ressources liées au tourisme pour bien payer les éco-gardes, soit recruter d'autres. Parce que notre armée, la défense nationale, donne les armes et la logistique aux rangers dans les parcs. Mais ce n'est pas suffisant pour enclencher une guerre carrément si nous avons des groupes armés assez costauds. Alors il faudra, dans les parcours, parce que les touristes ne vont pas se balader dans les parcs. Là-bas à l'est, il y a énormément de choses à voir. Les circuits touristiques, c'est quoi? C'est les lacs. Les circuits touristiques, c'est quoi? Qui va aussi être co-géré. Co-géré, voilà. Oui. C'est les lacs, les randonnées lacustres, la visite de la ville, la visite des attractions touristiques, monter dans les volcans. Il faut créer une police qui est pour protéger les touristes, comme le Kenya là. Ça sera aussi une création d'emplois. Alors, si nous avons une police créée par le ministère du Tourisme, ou bien créée par la police nationale, mais affectée au ministère du Tourisme, uniquement formée aussi comme des guides, pour accompagner les touristes, ça va résoudre la question de la sécurité. Parce que vous savez une chose, John Gombois, les touristes ont visité toute l'Afrique, sauf la RDC. Parce que la RDC était fermée par les mouvements de la rébellion pendant 30 ans que les Rwandais ont créé contre nous. Cette ouverture-là est une grande chance et un boom touristique si nous résolvons question par question. La question de la sécurisation, la solution, c'est de créer une police nationale qui est pour protéger, un bataillon de la police, disais-je, qui est pour protéger les touristes. C'est une création d'emplois. On a beaucoup de jeunes qui chantent, on a beaucoup de jeunes qui veulent travailler à l'Est là-bas, mais ne veulent pas aussi, ne sont pas capables peut-être de joindre les Ouazalendo pour se battre. Pas les gens d'aujourd'hui n'auront plus des armes, et ils seront désarmés parce que le cadre de la paix les dit. Mais les jeunes qui sont là, à Goma, à Bukavu, peuvent être formés pour les visites des touristes. Parce que quand les touristes entrent, ils ne vont pas seulement rester au Nord Kivu. Au Sud Kivu, nous avons les parcs des Kaouzidega.
qui n'est pas frontalier au Rwanda, c'est seulement un parc congolais. Si nous poursuivons l'ouest, il y a le parc de Garamba, qui a même des rhinocéros blancs, en passant par l'Ituri où nous avons notre forêt à Okapi. Donc nous avons des attractions touristiques à l'est et à la grande partie orientale qui cherchent seulement que nous puissions prendre nos propres enfants, les former dans la police pour protéger les touristes et les touristes viendront en masse. Et à propos, on est de plein pied dans la question justement de l'industrialisation du tourisme parce que c'est le point C de ce point 4, développement d'une industrie touristique transfrontalière durable soutenant les opérateurs des deux pays. Donc, et une industrie, créer une industrie et promouvoir les opérateurs. C'est vraiment de vrais défis en ce qui concerne notre pays. Si. C'est un vrai défi. Au jour d'aujourd'hui, c'est un défi parce que le chef de l'État dans le secteur du tourisme est seul avec uniquement sa bonne intention. Mais si le chef de l'État s'était entouré des experts, c'est là que moi je l'appelle, puisqu'il a signé... Bon, évidemment, on connaît votre point de vue en ce qui concerne le ministère du Tourisme. Exactement. Mais le chef de l'État a un ministre du Tourisme. Il a un ministre du Tourisme qui est sorti, nous le connaissons bien, il est sorti des formations politiques, qui n'est pas un expert sectoriel au tourisme. Ici, je donne l'avis comme un expert sectoriel au tourisme, je ne suis pas un politique. Moi, j'ai évolué à l'UDPS comme porteur de l'expertise pour des politiciens. C'est ma façon de faire la politique active. Je ne pense pas que la politique active, c'est de faire des matinées politiques ou faire des marches. La politique active, c'est d'apporter des solutions pour le développement de sa communauté. Je crois bien que le chef de l'État, c'est le moment maintenant de se réarmer du secteur du tourisme, de le récupérer et de l'industrialiser. Ce serait par quoi, en commençant par quoi, s'il faut parler de l'industrialisation? Mais l'industrie du tourisme, ça prend quoi? Quand on dit industrie, ça prend des éléments de l'industrie. Ça prend des éléments de la machine. Donc il faut les hôtels, on a parlé des hôtels, on a parlé de l'écologie scientifique là-bas. Il faut des hôtels écologiques, il faut des restaurations avec des normes internationales acceptables, il faut des guides touristiques, il faut le transport terrestre, il faut ça s'appelle quoi aussi les bénéfices de la communauté locale qui peuple les alentours du parc. Ça signifie quoi? L'argent que les touristes payent va maintenant faire à ce qu'on construise des routes pour accéder aux attractions touristiques, qu'on construise des hôpitaux pour la population locale, et en RDC et au Rwanda. Vous voyez maintenant là où on fait taire la guerre par les tourismes. Et la population locale aura des hôpitaux, aura des écoles, des universités avec l'argent que ramènent les touristes. Et il ne faut pas seulement se focaliser pour l'Est, c'est tous les pays. C'est tous les pays, parce que nous avons 9 parcs, 63 réserves naturelles et des milliers d'attractions touristiques comme aucun pays en Afrique. Mais c'est aussi la question de savoir où est-ce qu'on va trouver cet argent. Ben voilà, moi je pense que pour les questions budgétaires, c'est question de volonté. Lorsqu'il y a déjà un plan du pays, c'est un projet pays maintenant, puisque les États d'Amérique suivent point par point. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que les Rwandais font? Parce que là, je voulais vraiment tirer la sonnette d'alarme que face à la forte expertise rwandaise en matière de tourisme, la RDC est nulle. Et nous devons nous mettre au travail aujourd'hui. Et les Rwandais présentent leur pays en anglais. Parce que le marché du tourisme est en anglais. Nous, les opérateurs touristiques de la RDC, nous maîtrisons très bien l'anglais. Ce n'est pas par cours, mais parce que nous avons été formés aussi en anglais. Et nous avons des attractions touristiques du pays. Donc il faut qu'on marche de pair pour que les Rwandais ne puissent pas profiter éternellement des richesses des surfaces, des richesses du tourisme que nous avons. Vous savez, la lutte pour avoir l'Est de la RDC, c'est plus pour sa beauté touristique. Pas seulement les minéraux, mais l'Est du pays est extrêmement une perle touristique nulle part au monde. Il est aussi question de soutenir les opérateurs touristiques des deux États. Bon voilà, moi je suis opérateur touristique au Congo, je ne suis pas soutenu. Mais la loi dit ça. La loi, c'est le tourisme, dit que les fonds de la promotion du tourisme, c'est pour soutenir les opérateurs touristiques privés, donc l'investissement privé. Je ne sais pas si vous comprenez, et de l'État. Mais la gestion catastrophique du secteur du tourisme jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec les fonds de promotion pour le tourisme en RDC, fait qu'on nous a complètement négligés, on nous a oubliés, on pense que nous sommes devenus des concurrents parce que nous parlons de la vérité à la télévision. Mais au Rwanda, les guides touristiques d'abord sont soutenus par l'État, sont numérotés et ils ont des licences. Ce n'est pas de guides touristiques reconnus comme métier au Rwanda. En RDC,
rien du tout. Ce qui fait que quand vous allez à l'est là-bas, vous verrez que toutes les agences du tourisme qui amènent les touristes à l'est du pays, même avant que Goma soit tombé, viennent toutes les agences du Rwanda. Parce qu'il y a un vide chez nous. Et le Rwanda, de temps en temps, quand il fait sa promotion du tourisme dans les salons et parcs, il dit toujours, il met des stands. Il y a un stand où il écrit « Visite Rwanda ». Les seconds stands là, toujours mis en grand d'ailleurs. « Visite DRC Troph Rwanda ». Vous savez pourquoi il fait ça? À travers le Rwanda. Vous savez pourquoi il fait ça? Le Rwanda sait pertinemment bien qu'il n'y a aucun vol de SN Bruxelles, de Belgique qui va atterrir à Goma. Et Rwanda va atterrir à Kigali. Et Kigali et Goma, c'est à 1 heure de route. 2 heures de route pratiquement. Et les circuits touristiques, c'est ça, c'est qu'il vend. Et il a beaucoup gagné sur la RDC. Beaucoup de millions de touristes sont venus là-bas. Peut-être 7 jours au Rwanda, 2 nuits au Congo, juste pour voir. Mais quand vous êtes là, je suis déjà arrivé là-bas maintes fois, vous allez voir que la plus belle partie, le plus beau pays à voir, c'est la RDC. Alors beaucoup de touristes demandent, les Américains demandent de voir la RDC dans toute sa tranquillité et sa splendeur, parce que c'est un pays de convivialité. Alors maintenant, les Rwandais soutiennent leurs opérateurs privés, la RDC ne les fait pas. C'est le moment aussi de nous soutenir, parce qu'il y a les budgets, il y a le FPT. Pour que nous puissions maintenant faire les contrepoids. Les FPT sont les fonds de promotion touristique. Les fonds de promotion du tourisme. La RDC a cet argent. Et cet argent-là existe, il est ponctué dans nos billets d'avion, dans les hôtels, une nuitée à 4%, dans la restauration, chaque plat, même une bouteille doit à 4%, les voyages routiers, $1, les voyages lacus, $1, les voyages fluviaux, $1, les voyages maritimes, et même les voyages, je peux dire quoi, Kinshasa Bandundu, ici, vous allez voir une taxe là marquée, taxe touristique. Dans les billets que les gens achètent pour arriver dans le Bandundu ici. Donc l'argent existe. Mais cet argent-là est partagé, on ne sait pas comment, on ne veut pas entrer dans la guerre avec nos compatriotes politiques qui gèrent les ministères. Mais c'est le moment maintenant d'enlever cette casaque-là, de dire le tourisme nous appartient. Et Zambo Cannabiso, maintenant vous avez compris que quand on parle du tourisme, on parle du tourisme uniquement sur des grandes chaînes, je dirais quoi, c'est des grandes tables internationales. Parce qu'un État est une société internationale. On a caché notre tourisme. Maintenant, c'est l'appel de Trump pour vous dire vous allez co-gérer les parcs dans le secteur du tourisme avec le Rwanda. Donc ça doit nous réveiller et nous ne devons pas faire des choses comme on les faisait avant. Le 4e point, le point D plutôt, c'est la participation active des communautés locales, partage des bénéfices touristiques et création d'activités économiques durables autour de la conservation. Là, je l'ai dit ici, oui. Lorsque nous avons des parcs bien conservés, nous avons des touristes qui viennent, ils payent, les deux populations autour des parcs, rwandaises et congolaises, profitent. Cet argent-là va construire les écoles, va construire des routes, va construire des universités. Et les jeunes, la population locale vont dire quoi? Ah, si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de ces parcs ici qui génèrent énormément de l'argent. C'est comme ça qu'on dit que le tourisme consolide la paix. Parce qu'eux-mêmes vont protéger les parcs. Personne, si nous avons des millions de touristes qui descendent dans les parcs de Virunga, personne n'aura besoin de prendre des Kalachnikov. Nos jeunes vont même devenir même transporteurs seulement pour monter dans les Virunga. Les touristes payent jusqu'à $100 un colis. Jusqu'à $200 des colis. Vous avez vu ce qui se passe ici en Zambie lorsque les touristes viennent visiter les chutes de Victoria. C'est toute la population locale qui se retrouve. Parce qu'ils mangent là-bas. Ils dorment là-bas. Les gens qui vendent là-bas à l'est, je vois, ils vendent quoi? Les pommes de terre. Et ça sera plus demandé. Si c'est des poissons, ça sera plus demandé. Les sambaza, ça sera plus demandé. Et les gens vont manger, boire là-bas avec la population locale. Et la population locale va se retrouver. Il n'y aura plus besoin de faire les combats. Ça, c'est le seul point intelligent où on dit que le tourisme consolide la paix. Madame, monsieur, nous avons voulu nous intéresser à cet aspect spécifique de cet accord. Il y en a d'autres. En vrai, comme je le disais d'entrée des jeux, la guerre, c'est juste pour couvrir. Bon, il y a un autre aspect qui est les ressources du sous-sol. Peut-être nous y reviendrons une autre fois. Mais là, avant peut-être que nous puissions arriver à la fin de cette émission, cet accord, malgré qu'il soit là, il est controversé au sein de l'opinion politique congolaise, qui estime que
il aurait fallu au préalable que les chefs de l'État congolais fassent comme le Rwandais en faisant ratifier l'accord par l'Assemblée et par le Parlement, d'une part. D'autres pensent que, en vrai, il faut d'abord consolider la cohésion interne par un dialogue inclusif avant d'aller signer des accords. Bon, au jour d'aujourd'hui, moi je pense que les politiciens doivent comprendre une chose. Il y a eux, il y a aussi les pays. Il faut que les politiques commencent à séparer ces points-là. Je suis politicien, j'existe, je suis Joseph Kabila, je suis Makila, je suis tel, je suis Tshisekedi, je suis Nanga. Mais à part toi, il y a les pays, il y a les enfants des autres qui doivent étudier et évoluer, qui ont besoin de la paix. Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, et son régime n'a qu'un seul opposant. Son opposant, c'est Kagame Paul. Et les autres sont des supplétifs de Kagame. Tous alors sont réunis, c'est clair. Alors, le parlement rwandais, c'est un parlement qui n'est pas démocratique comme le nôtre. Tout peut commencer par le parlement au Rwanda, il n'y aura pas de problème parce que Kagame, s'il cite un mot, le parlement réagit. Mais ce n'est pas comme le parlement congolais, qui a même des parlementaires qui ont des groupes armés, qui est un fourre-tout. Vous comprenez? Il suffit que vous donnez un dossier au parlement, vous allez voir comment ils vont se battre. Vous avez vu comment ils se sont bâtis ici pendant toute une session budgétaire, uniquement pour le poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Le pays a été bloqué, juste pour un poste. Donc notre parlement n'est pas comme le parlement rwandais. Il ne faut pas comparer les choses. Donc du coup, il faut que les politiciens comprennent une chose, qu'il n'y a pas que eux. Les dialogues qu'ils demandent, les dialogues, pourquoi ils ne peuvent pas se positionner comme des opposants républicains qui parlent de leur pays? Pas des opposants qui sont tous payés par Kagame. Aujourd'hui, c'est clair que c'est un groupe payé par Kagame, parce que Sauvons le Congo, c'est Kagame. Nanga, c'est Kagame. Armé jusqu'aux dents. Les seuls opposants du régime de Kinshasa, c'est Kagame et les Tutsi Pawa. C'est du connu et du su. Vous avez même entendu ce qu'a dit le président Ruto hier. Il a voulu énerver encore l'opinion en disant que les M23, ce sont des Congolais. Alors que nous, la population qui est là-bas à Goma, voit des yeux des Rwandais, des Tutsis Rwandais, armés jusqu'aux dents. Et mais lui, il va monter aux États-Unis d'Amérique pour dire que les M23, ce sont des Congolais. Non. Il faut qu'on sépare des choses. Et aussi, il faut savoir une chose. Il y a aussi les bénéfices internationaux. Les Américains et les Qataris ne vont pas nous laisser jouer sur nos minéraux. Personne ne peut dire à Apple que la chaîne d'approvisionnement des minéraux va se couper des mains parce que nous nous battons. Ils ont les pouvoirs et les moyens de nous faire taire et d'évoluer. Justement, on dit que nous avons hypothéqué notre patrimoine. Quel patrimoine nous avons hypothéqué? Les minéraux, justement. Nous sommes dans un monde où un jeune garçon s'élève en Amérique, crée une application, devient milliardaire. Vous voulez que les minéraux là restent là-bas et que les enfants du Kivu terminent, soient massacrés par les Tutsi Pawa éternellement? C'est ce que vous voulez? Qui au Congo mange les minéraux dans son assiette? Qui est celui qu'on sert chaque matin, chaque enfant, il se lève comme ça, laisse là-bas, on lui sert les minéraux, il mange. Si les Blancs n'ont pas acheté ces minéraux, à quoi ça servira? On va les fouler au sol. On va les fouler au sol. Il faut qu'on comprenne qu'à part nous, à part les Nanga, à part tout ce que les gens cherchent, il y a aussi les Congolais, il y a aussi la communauté internationale. Ce sont des bénéfices pour tous. Et la paix fera qu'on fasse les business. Personne n'a hypothéqué les pays et Fachi n'a jamais eu l'intention d'hypothéquer les pays. Faisons le business comme le veut Trump. Alors, pour ce qui concerne cet aspect de la conservation et de l'environnement, à votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Faut-il créer une task force? Faut-il faire une conférence ou quoi? Parce que vous êtes convaincu que le chef de l'État est tout seul. Bon, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Il doit se trouver de nouveaux collaborateurs. Il doit recourir à quelles intelligences pour pouvoir rivaliser d'ardeur, sinon faire mieux que le Rwanda dans ces domaines pour que nous ne nous retrouvions pas floués dans la pratique. Il est temps pour le chef de l'État de nommer peut-être un conseiller spécial en matière de tourisme qui aura le travail de recruter les intelligences congolaises qui sont éparpillées dans le monde
des gens qui ont fait, nos enfants ont fait l'université du tourisme et sont dans le monde. Les gens qui savent mettre les circuits touristiques en place sont dans le monde. Les intelligences liées à la conservation de la nature pour le tourisme sont congolaises aussi existent. Les chefs de l'État, c'est le moment pour lui de récupérer le secteur du tourisme, de les placer au cœur de la présidence afin qu'ils puissent voir clair. Ce n'est pas un secteur qu'il faut laisser aux politiques. Le chef de l'État a donné toujours ce secteur aux politiciens, on ne veut pas les regretter ici, mais nous pensons qu'il est temps pour lui de les prendre à bras le corps. Un bon conseiller spécial en matière de tourisme autour de lui fera le grand travail et va suivre mot à mot ce que veut le cadre d'intégration régionale. Et je le répète, il n'y a pas que le Rwanda. Il y a aussi un grand intérêt pour l'Ouganda et tous nos pays, tous nos 9 pays voisins. Les corridors de Lobito, on a aussi cité ça, on a cité là-bas, qui sera très important même dans les transports. Les chemins, les couloirs verts, Kivu-Kinshasa, que lui-même a créé, lui-même a conçu, a créé à Davos. C'est le moment, parce que ça va s'ouvrir de l'Est à Kinshasa, et aussi la route de Kalambambouze qui va s'ouvrir en Angola, qui va faire beaucoup de choses. Nous avons déjà ici, à partir de Mwanda, une bonne collaboration du tourisme régional avec l'Angola, s'appelle quoi, Cabinda, Mwanda et aussi Pointe-Noire. Donc, les Congo, maintenant, au jour d'aujourd'hui, sur le plan géostratégique, restent les maîtres du secteur du tourisme parce qu'il va maintenant s'ouvrir à tout. Et les chefs de l'État, c'est les moments. Si il le veut, nous sommes disponibles pour continuer à l'accompagner. Je vous remercie, John Katumba. C'est moi qui vous remercie, John Gomba. Merci aussi à vous qui nous avez suivis de partout. Au revoir et à bientôt.